Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Vella. Bonjour Marc. Bonjour Myriam. Alors Marc, tu étais déjà venu ici dans notre studio il y a quelques années et c'était un plaisir d'écouter ton riche parcours. Alors comment te présenter? Tu es un musicien virtuose, écrivain et tu es également fondateur de l'école de la fausse note et de la caravane amoureuse. Et on va dire que en 30 ans, avec ton piano à queue, tu es parti sur les routes et les chemins du monde à travers presque 50 pays pour célébrer l'humain. Ça, c'est une aventure peu commune dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et puis, on peut dire aussi que tu interviens en entreprise, en milieu carcéral, en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu hospitalier, partout où tu peux apporter du mieux-être et du mieux vivre. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Non, non, c'est ce qu'on appelle une biographie, tout simplement, hein. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, oui. Voilà, on pourrait rajouter que voilà, j'ai écrit 10 livres, que j'ai fait 10 films, que j'ai fait 10 CD. Voilà, il y a tout ça, évidemment, qui alimente, évidemment, les aventures. Sont des traces, voilà, de tout ça, de ces 30 années à travers le monde. Ah oui, c'est pas rien quand même, 30 années. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie pour parler de ce projet que tu appelles la caravane amoureuse? Donc, tu pars, on va quand même expliquer aux auditeurs. L'idée, c'est que, en tant que pianiste, tu emmènes ton piano dans les endroits les plus improbables de la planète et tu offres des concerts pour tout le monde, pour que tout le monde ait accès à ta musique. C'est ça l'idée? Pas tout à fait. J'offre pas des concerts pour que les gens accèdent à ma musique. Je fais pas ça. J'amène un piano pour que les gens jouent du piano. Je fais Ah, jouer les gens. Bien sûr, je joue un morceau ou deux, bien sûr, parce que c'est ça qui va les attirer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens viennent et puis s'assoient à côté de moi et on s'amuse. Voilà, et à travers le piano, en fait, le clavier, j'essaie de leur passer un message, c'est de leur dire qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont beaux, qu'ils sont importants, qu'ils comptent. Tu vois, quand tu fais jouer un vieil homme dans un bidonville ou un petit enfant, ce sont des êtres qui vivent dans une grande misère, qui sont rejetés, qui sont méprisés souvent. Et là, moi, j'arrive, voilà, avec ma veste de musicien, et ils n'osent pas d'ailleurs monter. Je dis, mais vas-y, monte. Et puis on fait un quatre mains, puis je les regarde, je leur fais avec le doigt, avec le pouce en l'air. C'est génial ce que tu fais. Et je leur dis ça, je leur dis, mais c'est beau, t'as plein de profondeur, tu es un bel être. Et je vois ces gens qui sont touchés, qui, pour certains, presque sont au bord des larmes. Voilà, puis on se prend dans les bras. Voilà, et je m'en vais. oui. Alors, en fait, c'est alors, tu leur transmets peut-être l'amour de la musique, de l'art, on va dire, hein, de la création peut-être, mais aussi c'est des rencontres, en fait, des rencontres éphémères. Tu sèmes des petites graines, on pourrait dire. D'abord, tout est éphémère. Même quelque chose qui va durer 5 milliards d'années, c'est éphémère. Une Eh oui. étoile meurt un jour. Donc voilà, tout, comme disait le Bouddha, tout n'est qu'impermanence. Ce qui a été repris d'ailleurs, Myriam, je ne sais pas si tu le sais, par le Bouddha breton. Ah non? Tout n'est qu'imperméable. Bien, alors après ces paroles de sagesse, Eh oui. je crois, c'est de, pour moi, c'est important de rappeler à l'être humain ce qu'il est. On a des médias qui tous les jours nous disent, voilà, nous disent que l'être humain, c'est la guerre, c'est la corruption, ce sont les pédophiles, les crimes, les trafics, bref. Si c'est pas les médias, on va voir des films grands spectacles et on retrouve le même scénario avec l'histoire d'un tueur en série, d'un psychopathe, etc. Euh, non, un être humain, c'est sacré et il faut lui dire. Voilà, et j'ai passé ma vie, tout simplement ma vie, à dire à toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, toutes, je leur ai toujours dit ça, ce que je viens de te dire à l'instant, qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont importantes, qu'elles sont belles, qu'elles comptent. Il n'y a que ça à faire. Mais quand même, ça fait 30 ans, mais d'où est venue cette impulsion? Au départ, il y a bien eu une impulsion, il y a bien eu quelque chose qui a déclenché ce moteur, parce que pour tenir 30 ans, il faut un moteur bien plus.
bien plus fort. C'est pas n'importe qui va pouvoir. Voilà, c'est peut-être n'importe qui peut le faire, mais n'empêche que pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui le font. Alors, c'est quoi ce moteur, cette impulsion qui t'a poussé à partir comme ça sur les routes du monde pour rencontrer ce que tu dis, qui ont le plus besoin d'entendre ça, qu'ils ont de la valeur? Alors, euh, l'impulsion, d'abord, c'est multifactoriel. Je suis parti à travers le monde parce que tout simplement, j'avais pas de maison. Petit, j'étais un enfant rejeté, battu, violenté, j'ai été torturé, abusé, harcelé. Bref, l'enfance a été ce qu'elle a été. Et j'ai fait partie de ceux à qui on disait, d'ailleurs, on a même tenté de me tuer 2 fois. Parce que je suis né d'une union illégitime, c'était une passion interdite, et je suis né d'un amour interdit. Et donc, on m'a reproché d'exister. Le fruit de cet amour maudit, donc le fruit ne pouvait être que maudit. Et ça a duré, j'en ai énormément souffert, parce que tous les jours on me disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas vivre, tu es bête, tu es moche, etc. Et plus toute la violence verbale, physique que j'ai évoquée précédemment. Donc je sais d'où je viens, je ne l'ai jamais oublié. Ah oui. Et donc, ce qui m'a sauvé la vie, c'est une femme. Oui. Moi, à 16 ans, j'avais la taille d'un enfant de 40, pardon, j'avais la taille d'un enfant de 10 ans. J'étais tout petit, je grandissais pas et je n'avais qu'une pensée, c'était me suicider, mourir. Et c'est une femme de 30 ans. Les médias aujourd'hui diraient qu'elle a commis un crime sur mineur. Alors, je veux bien entendre effectivement qu'il y a parfois des choses pas justes, mais il y a parfois aussi des amours entre un homme et une femme, majeur ou mineur, peu importe, qui peuvent être fondateurs. Et pour moi, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que après cette nuit d'amour improbable avec cette femme, j'ai pas compris grand-chose, mais le lendemain matin, je me suis trouvé beau, Myriam. Je me suis trouvé beau et j'ai grandi d'un coup. J'ai pris 43 centimètres et moi qui Ah étais ouais. mauvais à l'école partout, je suis devenu le meilleur. Ah, c'est Et impressionnant. tu vois, et à 16 ans, je jouais aux billes, aux soldats. Et voilà, à 16 ans, j'étais un petit enfant. Et 2 années plus tard, voilà, le hasard de la vie fait bien les choses, parce que ma fille vient de retrouver cette photo. Ça, c'est 2 ans plus tard. Voilà à quoi je ressemblais. Ah oui. Ah oui. Un très beau jeune homme. J'avais 18 ans, voilà, Oui. tu vois. Et là, je mesurais 1,83 m. Ah oui. Incroyable, hein? Et oui, incroyable. Juste comme quoi le corps imprime tous les traumatismes et il suffit d'un petit peu d'amour et de tendresse pour que même jusque dans le corps, jusque dans les cellules, tu deviennes beau et grand. Exactement. Mais en fait, c'est l'amour. C'est l'amour aujourd'hui qu'on est en train de diaboliser, qu'on met en prison. La peur est en liberté, l'amour est en prison. Et on joue beaucoup avec ça, on culpabilise avec ça, c'est pas nouveau, hein. Voilà, avant, les femmes qui étaient par trop séduisantes, on les traitait de sorcières, de diablesses, de pécheresses, on les brûlait. Aujourd'hui, c'est autour des hommes. Mais voilà, c'est juste. Je dis pas que voilà, je cherche pas à défendre je dirais, les comportements douteux de certains hommes, bien sûr. J'essaie de défendre la nature humaine, l'être humain, dans ce qu'il est, dans ses paradoxes, ses maladresses. Nous avons tous traversé dans ce monde qui est fou et malade. Il est évident que dans un monde tordu, on ne peut que créer des humains tordus. Et il faut à un moment donné retrouver, je dirais, cet alignement, cette sagesse, cet apaisement. Et ça commence par l'amour. Un amour de soi et rappeler aux êtres humains que, ils ont en eux déjà tout. À force d'avoir de dire aux gens, tu n'as pas de valeur, t'es nul, tu ne, ce que tu es n'est pas utile. Voilà, les non essentiels, ceux qui ne sont rien, les inutiles, ce qu'on a pu entendre. Quelque temps avant, c'était les misérables pécheurs. Voilà, nous étions ce que l'Église disait. Toutes ces phrases, pour moi, sont des phrases de castration, de culpabilisation, de destruction du sacré de ce que nous sommes. Ah oui. Voilà, donc c'est important, c'est tout mon travail aujourd'hui, c'est vraiment, malgré nos fausses notes, c'est de rappeler, je dirais, le caractère immense, voilà, de ce qu'est un être humain. Oui. Et malgré nos fausses notes,
D'où après, effectivement, on en parlera tout à l'heure, cette école de la fausse note, qui est très très important pour retourner un peu de ce que tu le dis, quoi, hein. Au lieu de culpabiliser, ben peut-être s'en servir de nos maladresses et de nos imperfections. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui, évidemment, moi dans ma vie, j'ai pas été juste, hein, adolescent. J'étais un ado, voilà, j'ai été parfois excessif, manquant de mesure, de discernement. Voilà, j'étais aussi avec ma réalité, mes blessures, comme je le disais tout à l'heure. On sort pas indemne d'une enfance traumatique. Et quand on est ado, ben voilà, on fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut avec ça. Mais moi-même, ayant commis des fausses notes, mais en ayant subi aussi beaucoup, j'avais malgré tout une sorte de regard positif et confiant. C'est-à-dire que j'ai gardé envers l'être humain un émerveillement et une gratitude. Et il y a des êtres qui, hélas, à qui on a fait parfois beaucoup moins, et qui sont dans la colère, dans la récrimination, dans la haine de l'autre. Et c'est ça aujourd'hui le drame peut-être de notre société. Et cette colère, elle est même cultivée par le système. Tout Et à c'est fait. terrible. C'est Ouais. terrible parce Ouais. que il y a des êtres qui sont là, qui entretiennent cette colère, qui n'ont pas compris que ça nourrissait l'égrégore dans lequel nous sommes, qui va nous conduire tout simplement vers une guerre. Oui, oui, on encourage au règlement de compte, bien sûr, oui, aujourd'hui. Ça Tout à ne fait. règle rien. Le règlement Ouais. de compte ne règle rien. Eh oui. C'est une fiction, ça. C'est un fantasme de l'ego, d'un ego souffrant, de cet ego souffrant qui entend tout le temps la vie est méchante, la vie est méchante, la vie est méchante. Au lieu d'entendre, et moi c'est ce que j'ai su faire dans ma vie, c'est ce qui m'a sauvé, Oui. j'entends moi la vie aime et chante, Eh la oui. vie aime et chante, Ah, c'est beau la ça. vie aime et chante. La vie est méchante. Et oui, mais ça change tout. Eh oui. C'est dans la manière dont on perçoit les choses. Comme je te le disais, j'ai eu une enfance assez dure, mais ça m'a pas amené à en vouloir à l'humanité. Ça m'a amené au contraire à essayer d'apporter des réponses. Et c'est pour ça que j'ai créé la caravane amoureuse. C'est pour ça que j'ai fondé l'école de la fausse note, en me disant, voilà des réponses pour apaiser ce que nous sommes. Ouais. C'est ça qui est... Arthur Rimbaud avait posé cette question magnifique. Le monde a besoin d'amour. Viendras-tu l'apaiser? Eh bien, merci Marc. Je te propose une première pause musicale pour un musicien comme toi. C'est bienvenu. Et nous allons nous retrouver tout de suite après.
Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Vella. Marc Vella, le nomade, musicien, virtuose, pianiste. Je dis tout dans le désordre parce que toutes ces facettes, ça fait partie de toi. Et ça fait comme une espèce de mosaïque, de vitrail avec un petit peu de toutes les couleurs. Donc voilà, musicien, écrivain, fondateur de l'école de la fausse note et de la caravane amoureuse dont tu nous parlais juste avant la pause. Alors pour revenir à ton parcours de vie qui a démarré dans la douleur et qui a été très difficile, tu nous as partagé avec beaucoup de sincérité cette rencontre avec cette femme qui tout d'un coup t'a propulsé vers un corps différent, une façon d'apprendre différente. Tu es devenu le premier de la classe, tu es devenu virtuose. Et en fait, tout te réussissait. Mais tu n'as jamais oublié d'où tu venais. Et alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu faisais tes études ou quand tu étais brillant, que tu réussissais tout au piano, etc. À ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est une lente maturation, une lente prise de conscience où il y a un événement particulier ou une rencontre qui t'a décidé à partir. Ah, ce qui m'a décidé à partir à travers le monde avec le piano, c'est ça? Oui, oui, Je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, comme j'étais pas le bienvenu dans ma famille, j'avais pas de chambre, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais chaque fois à l'étranger. Et la musique était un peu mon, comment dire, ma bulle, quoi, hein. Et un sésame aussi, qui m'a permis plusieurs choses. Le fait de jouer du piano, ben, c'est comme les jeunes qui jouent de la guitare à la plage. Ça permet de rencontrer les filles. eh oui. Et donc, quand j'avais 20 ans, jouer du piano, évidemment, ça a été magnifique pour ça. Mais c'est surtout que à l'âge de 24 ans, 23 ans, je me suis dit, mais sous cette forme, nous n'avons qu'une vie, et la vie, elle passe comme ça, comme un... Voilà, je veux pas plomber l'interview, mais on est déjà mort. La vie, ça passe très très vite. Et je me suis dit, waouh, moi, je veux voir le monde. Et donc, je me suis dit, je vais prendre mon piano, je vais le mettre sur une remorque, et je vais partir à la rencontre de l'humanité. Voilà, avant de mourir, je vais goûter à cette planète. Voilà, c'est tout simple. Voilà, et puis 40 ans se sont passés et j'ai traversé plus de 50 pays avec ce piano que j'ai amené voilà, de la banquise à, comment dire, au Cap Horn, le point le plus bas sur la Terre, Tuléar à Madagascar, voilà, et l'Inde, évidemment, Kanyakumari, etc. Et l'équivalent de voilà, plus de 300 000 kilomètres sur les routes du monde avec ce piano à queue. Et Mm. comment, alors concrètement, la question se pose, et comment tu faisais-tu? Parce que faut avoir les moyens pour prendre l'avion, pour partir, et après pour gagner sa croûte. Alors, est-ce que c'est le piano qui t'a porté ton gagne-pain? Exactement, c'est ça. Comme je te l'ai dit précédemment, j'étais l'étranger à la famille, donc je n'avais pas d'argent. Même à 15 ans, il fallait que je vole pour vivre. Alors je volais des petites conserves dans les magasins, des conserves de sardines, de thon. Je faisais des petits colliers en perles et des crocodiles en perles que je vendais à l'époque pour 10 francs. Voilà, et puis ça me payait un petit bout de pain. Voilà, c'est quelques tomates et voilà, et un jambon et je mangeais. La vie a été très dure. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire mes premiers concerts, j'ai commencé à vivre. Et puis, bah, il s'avère que ma musique, parce que j'étais compositeur, ma musique plaisait. Et puis voilà, puis j'étais invité, j'ai commencé à jouer un peu à droite à gauche, et j'ai gagné ma vie comme ça, tout simplement. Et puis après, bah, le fait d'être nomade, un jour, un homme me croise et me dit, est-ce que tu aimerais faire ça en Afrique, en Côte d'Ivoire? Et je me suis dit, mais c'est pas possible cette affaire. Et 6 mois plus tard, je me suis retrouvé avec le piano à queue dans les villages, voilà, dans la jungle, dans la forêt. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis j'ai joué pour les centres culturels français,
les alliances françaises, les instituts français. Voilà, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait à l'époque l'AFA, le ministère des Affaires étrangères, où j'étais invité en tant que vitrine de la culture française, où je jouais, parce que j'ai remporté le prix de composition à Paris et le premier prix de composition au TIM à Rome, ce qui a donné aussi une reconnaissance Ah oui, internationale, évidemment. oui, c'est magnifique. Comme comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place dans ta vie. Je trouve ça très beau. Et alors, bon, tu as parlé quand même, on sent que tu as la foi, que tu as la foi en l'humanité, mais voilà, que tu as une spiritualité peut-être, je dirais, ce qui me vient, tu me diras si c'est ça, mais un peu sauvage comme toi, hein, c'est-à-dire électron libre, sans amarre. Est-ce que c'est quoi ta spiritualité en fait? Ma spiritualité, elle est très simple. Elle est très très simple. Elle est reliée à une histoire que tout le monde connaît, de celle de Jésus qui marche sur l'eau. Marcher sur l'eau, on a trois plans de lecture. Le premier plan de lecture que nous connaissons tous, ça nous dit Alléluia, Jésus marche sur l'eau, c'est un miracle. Ça n'explique rien. Si on veut une explication, on va nous dire que c'est le Fils de Dieu et c'est normal. Deuxième plan de lecture, c'est de dire l'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est tout le monde de l'émotion. Mhm. Et ça nous dit, je marche sur l'eau, ça veut dire que je suis le maître de mes émotions. Je ne suis pas manipulé par celle-ci, je ne suis pas submergé par mon émotionnel, je ne manipule pas les autres avec mon émotionnel, je marche sur l'eau. Waouh, magnifique. Ça veut dire que je suis un maître. Le troisième plan de lecture, ça nous enseigne ceci. En fait, ça nous enseigne le mystère de Marie, le mystère de la virginité. Ça peut paraître comme ça étrange, donc je vais te l'expliquer, je vais vous l'expliquer. Marcher sur l'eau demande quoi, ma chère Myriam? Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour marcher sur l'eau? Parce que c'est difficile de marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait pour marcher sur l'eau? Il faudrait qu'on soit très, 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 J'allais dire léger. très léger. Si je suis dans mon passé, avec mes colères, Oui. mes rancœurs, est-ce que je vais être léger? Ah oui, j'entends. Oui, oui. Bah non, je vais Si être je suis lourd. dans le futur, tout le temps projeté à attendre, à vouloir que les choses se fassent, et ça génère des impatiences, et ça vient pas, donc des frustrations, et là encore des colères, est-ce que je suis léger? Et toujours pas. Mm. Le seul moment où je suis léger, c'est quoi? C'est l'instant présent. Or, l'instant présent, c'est la virginité. Dis-moi, qu'y a-t-il de plus vierge que l'instant présent? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Eh bien, tu vois, le mystère Marie, c'est ça. C'est pas le fait qu'elle est couchée ou pas couchée. Une femme, toi, moi, nos auditeurs, nous sommes tous vierges si si nous inscrivons notre conscience dans l'instant présent. Au lieu d'être là tout le temps à ruminer des colères, surtout quand on nous a fait des coups vaches, il y a de quoi ruminer. Oui. Bon, bref, c'est une blague. Et donc, euh, Ah oui, je viens de la comprendre. voilà, oui, moi j'ai même un copain qui en est mort de dépit. Ah là, j'ai pas compris. Bon, c'est pas des coups vaches, il est mort de dépit. Ah oui, d'accord. Ben oui. Bon, alors, revenons à marcher sur l'eau. L'instant présent. Et c'est tout, d'ailleurs, le livre des cartes Tolle qui dit le pouvoir du moment présent. Oui. C'est tout l'enseignement des maîtres ascensionnés, en fait. Et hélas, on a détourné, je dirais, la virginité des pauvres jeunes filles pendant des siècles et des siècles, qu'on a pu tuer, des femmes qu'on a pu tuer, des centaines de milliers, peut-être des millions dans l'histoire humaine, et aujourd'hui encore des femmes qu'on méprise parce qu'elles sont plus vierges, salopes, etc., putain, traînées. À l'époque, c'était diablesse, pécheresse, sorcière. On a changé les mots, mais c'est toujours la même horreur. Mm. Et donc, en fait, ça n'a rien à voir. La virginité, c'est ça, c'est s'inscrire dans l'instant présent. Waouh! Et oui. Eh oui, Ah oui. bien sûr. Ça Et soulèvera. Oui. elle est là, ma spiritualité. Ah oui. Tu comprends? C'est vraiment, je dirais que je suis cette plaie. J'essaie, c'est pas j'essaye. Je suis, voilà, je suis. La vie m'a appris cela à travers mes fausses notes, celles que j'ai commises, celles que j'ai subies.
Je suis cette pleine présence en jouissance, ce qui veut dire à chaque instant, ce qui génère chez moi une gratitude de tous les instants. Voilà, et ça, c'est vraiment la grande clé. C'est vraiment la grande clé. Dans un monde aujourd'hui qui cultive plutôt la rancune, la haine, la punition, et qui nous entraîne vers une guerre inévitable. Oui. Donc voilà, ça, c'est ça ma spiritualité. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, ce serait très, très, très faux de dire ça, mais je m'y applique, j'y veille. Tu vois, Myriam, la jouissance, on nous a fait croire que la jouissance, c'était consécutif à un mouvement répété sous les draps. Bon, ça rappelle de bons vieux souvenirs, hein, en attendant. Mais la jouissance, ce n'est pas ça. La jouissance, c'est le degré d'éveil de ta conscience. Si tu es vraiment un être éveillé, si tu es vraiment un être évolué, tu devrais jouir à chaque instant. Normalement. Waouh! Tu ouvres les yeux, tu as des fleurs, les papillons, des arbres, le ciel, voilà, il pleut, parfois il fait très chaud, oh, peu importe, c'est la vie. Et puis il y a les êtres humains, les femmes sont belles, les hommes sont beaux, voilà, il y a toute cette humanité, ce monde incroyable que nous avons la chance de pouvoir vivre, cette planète considérable, peut-être la plus belle du système solaire, qu'on est en train de détruire. Voilà, et là, je suis dans cette gratitude, je jouis à chaque instant. C'est ça le grand mystère. Et quand je jouis à chaque instant, ça te libère de la prédation de jouissance. Et ça, c'est ça la liberté. La vraie liberté, c'est quand tu n'es plus esclave de tes manques, de tes peurs, de tes besoins. Voilà, c'est ça la posture du maître que j'enseigne Eh bien, dans mes stages. eh bien, on va y revenir. Je te propose une deuxième pause musicale et on va revenir sur cet aspect de ton enseignement et on va dire sur ce partage que tu nous as fait parce que ça soulève quand même quelques questions. À tout de suite.
Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Vella. Marc Vella, donc pianiste, qui est parti sur les routes du monde avec sa caravane amoureuse, qui a fondé l'école de la fausse note et qui a également écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. Donc pianiste, écrivain, pianiste nomade, on t'appelle régulièrement le pianiste nomade. Alors Marc nous partageait avant la pause qu'est-ce qu'était sa spiritualité, comment il vivait sa foi en dehors des dogmes, mais quand même, on se sent bien enrichi de beaucoup de textes sacrés. Tu as lu, j'imagine, différentes traditions, puisque tu as parlé du Bouddha, tu as parlé du Christ, et puis tu as parlé de Maître Eckhart. Donc on sent quand même une richesse de lecture dont tu t'es inspiré. Et puis tu nous partageais surtout on va dire, ta philosophie de vie, c'est-à-dire, c'est plus qu'une philosophie. Ta quête de chaque instant, c'est vivre chaque instant au présent, dans le présent, et ça donne une jouissance de chaque instant. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu nous as partagé? C'est absolument parfait, Myriam. Ah bon. Ah, j'ai pas de fausses notes, alors ça c'est bien pour l'instant. Je n'ai pas évoqué avec toi le taoïsme, qui rejoint absolument ce qu'on vient de dire, et le soufisme aussi, évidemment. Eh oui. On se rend compte que les religions, voilà, mais originelles, l'islam originel, le christianisme originel, on a retrouvé des textes dans le désert marocain, dans le désert de Nag Hammadi, des textes apocryphes du IIe siècle. L'évangile apocryphe de Philippe, bien sûr, l'évangile apocryphe de Jean, le théologien, celui de Marie et tant d'autres, les textes, le livre d'Enoch, évidemment, etc. Ben, tout cela nous ramène en fait, au texte originel qui nous disent quoi? C'est que nous sommes, le Christ, en fait, il doit ressusciter à l'intérieur de nous. Parce que ce Christ, en fait, il est en nous, en chacun de nous. Nous sommes des Christ. Sauf que on a mis tellement de croyances en nous. Tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu mérites pas, etc., etc. Toutes ces phrases qui sont des phrases, en fait, qui sont de la castration, en fait, qui sont là pour te briser. Et évidemment qui ont mis des couches et des couches comme ça, qui nous a amené évidemment à une immense colère, à douter de ce que nous sommes, et du coup de ne pas oser la vie. Et quand on n'ose pas la vie, ça explique ce qu'on trouve dans les cimetières, sur les tombes, écrit « regrets éternels ». Quand tu n'as pas vécu ta vie, tu ne peux que le regretter éternellement. C'est pour ça que la révélation, ça a été de réaliser que nous étions des êtres sacrés. Myriam. Eh oui. Alors évidemment que nous avons aussi des maladresses, etc. Nous sommes des humains. Mais c'est ça le paradoxe aussi. Ça fait partie des grandes lois paradoxales. Dans le blanc, on dit qu'il y a toutes les couleurs. C'est un paradoxe. Dans le silence, on nous dit qu'il y a tous les sons unis. Encore un paradoxe. Dans l'instant, on nous dit qu'il y a l'éternité. Encore un paradoxe, parce que, je le précise, l'éternité, ce n'est pas ce qui dure longtemps. L'éternité, c'est le nouveau sans cesse renouvelé. Et le nouveau sans cesse renouvelé, c'est l'instant. Eh oui, toujours. L'éternité, c'est l'instant. Voilà encore un paradoxe. Un autre paradoxe de musicien, cette fois-ci. L'harmonie, qu'est-ce que c'est? L'harmonie, ce sont toutes les dissonances accueillies. Waouh! Parce que l'harmonie s'atteint en empruntant le chemin de la dissonance. Eh bien, pour revenir donc à l'aspect divin de l'être humain, nous sommes des êtres absolument sacrés, divins, absolument, nous sommes des êtres reliés, nous ne sommes pas séparés même de Dieu, mais en même temps, nous avons en nous toutes les imperfections, toutes les failles, toutes les fêlures, tous les défauts. Voilà, mais c'est en cela que nous sommes des êtres parfaits. Et plus je les accueille, plus je peux les transmuter et les transformer. D'où l'importance de l'alchimie. Et l'alchimie, transformer le plomb en or, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte de transmuter justement nos fausses notes, comme les musiciens le font, mais les musiciens, ils vont harmoniser la dissonance. Nous, on va transmuter donc le plomb, nos failles, nos blessures, pour les transformer en or. Et c'est pour ça que lorsque c'est fait, et quand vient le temps de la mort, eh bien, on va entendre l'âme, plus loin, or, le métal.
l'âme or. Et c'est le mystère de l'auréole des saints. Ah oui. Ah oui, oui, tout à fait. L'or, l'âme or, effectivement. Ouais. Eh oui, bien sûr. Eh oui. En anglais, on dirait soul gold, Ouais. l'âme or. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le kansuki, dans l'art japonais, qui est de recoller des morceaux de faïence Oui, qui sont tombés par de la poudre d'or. Et ça donne des pièces magnifiques. Et oui, il nous faut l'âme qui a été fragmentée par les blessures. Il nous faut recoller les morceaux, les traumas, recoller les morceaux en y mettant de l'or dessus, oui. c'est-à-dire de la gratitude, de l'amour sur nos traumas, plutôt que de la colère. Ça ne sert à rien. Eh oui, tout à fait. Et alors, c'est ça que dans l'école de la fausse note, tu enseignes et tu transmets cet art, parce que c'est quand même un art, de transformer toutes ces fêlures, toutes ces blessures, toutes ces fausses notes, et d'en faire de l'or. C'est quand même pas facile à faire au début. Peut-être après, il y a une expertise, mais au début, alors comment, concrètement, est-ce que tu aurais un exemple? Alors j'invite nos auditeurs à aller sur Internet, sur YouTube, et d'aller regarder un film que j'ai mis qui s'appelle Marc Vella, Patmos. Voilà, Patmos, l'âme or, justement. Ah oui, Voilà. Et puis, comment je fais? Ben, je me sers d'un intervalle qui s'appelle l'intervalle de quinte. Et l'intervalle de quinte nous permet d'harmoniser les fausses notes, justement, en musique. C'est très, très, très puissant. Donc, j'utilise cet intervalle, j'apprends aux gens, ceux qui n'ont jamais fait de musique de la vie, il n'y a pas besoin de prérequis musical, et j'apprends aux gens à jouer, on peut jouer tout de suite en quelques minutes. Mais en harmonisant les fausses notes sur le clavier, je leur apprends aussi à harmoniser les fausses notes de leur vie. C'est ce que Boris Cyrulnik, j'ai fait une conférence avec lui pour Radio-Canada, Boris Cyrulnik me disait, bah alors dans ce cas-là, l'harmonisation de la dissonance, la résolution harmonique d'une dissonance, c'est la résilience. ah oui, tout à fait. Ah oui, je connaissais pas cet intervalle de La quinte, oui. Ah ouais. 5 quinte. Ben, c'est Ouais. passionnant, en tout cas. Ben, Et c'est très puissant parce que là, tu vois, l'intervalle de quinte, toutes les musiques se servent de l'intervalle de quinte. C'est universel. Toutes les musiques du monde, hein. Quand tu écoutes par exemple la lettre à Élise de Beethoven, ti-da-di-da-di-da-di-da-dam, on commence par le mi, on finit par le la. La, si, do, ré, mi. Le thème se construit dans l'intervalle de quinte. Et on a toutes les musiques. On peut prendre la toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Ti-da-di, ta-da-da-da-dam, pam, très connu. Il commence par un la, il finit par un ré. Ré, mi, fa, sol, la. Tiens, encore dans la quinte. Et je pourrais t'énumérer beaucoup de musiques, des grands maîtres, Beethoven, Chopin, Mozart, etc. Mais aussi des musiques arabes, des musiques indiennes, des musiques africaines, amérindiennes, etc. Et que ce soit dans le rock and roll, dans le jazz, le blues, la musique classique, les chants grégoriens, religieux, bref, dans la world music, on va retrouver cet intervalle de quinte. Et c'est très intéressant parce que tous les musiciens nous ramènent à cet intervalle de quinte. Pourquoi? Parce que, en fait, l'intervalle de quinte, en fait, harmonise la dissonance. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en plus, cet intervalle de quinte, quand on écoute de la musique, ça nous montre le chemin. Il y a des fausses notes dans notre vie, et ben reviens dans ta quinte intérieure. Et la quinte intérieure, c'est l'harmonisation du soi, c'est la tonale, avec la dominante, qui est notre nature. Donc quand j'harmonise, quand j'accueille ce que je suis, quand je m'aime, tous les maîtres ascensionnés nous ont dit quoi? Aime-toi, aime-toi. C'est la base de tous les enseignements. Sois dans l'amour, aime ton prochain comme toi-même. C'est la base de tout. Tout commence là, dans l'amour de soi. Et là, dans cet alignement vibratoire, on réalise la quinte intérieure. Tant que je ne suis pas dans ma quinte intérieure, la vie m'esquinte. ah oui, Esquinte, ça veut dire extérieur à la quinte. ah oui, ouais, ouais, Et tout à fait. donc c'est très fort. Et ce qui est très troublant, c'est que le bruit de fond de l'univers, le bruit de fond de l'univers est un vortex de quinte. C'est Marc-Henri qui a calculé Oui. ça La et qui a mélodie dit secrète, hein, tu veux parler de ce... exactement le Ouais. bruit de fond de l'univers. Les astrophysiciens se sont rendus compte que dans l'univers, il y avait un bruit de fond. Oui, Marc-Henri a calculé ce bruit de fond, il nous a dit c'est une octave. Et si c'est une octave, ça veut dire qu'elle obéit à la loi des harmoniques de Pythagore.
C'est un peu technique, hein, mais pour certains auditeurs. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, l'intervalle de quinte se manifeste automatiquement. C'est une loi physique des sons. Et ce qui fait dire à Philippe Guillemont que la vibration intime de l'univers est un vortex de quinte. Tous les musiciens nous ramènent à la quinte. Pourquoi? Pour nous réharmoniser avec la vibration de l'univers lui-même. Et c'est intéressant parce qu'en grec, cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire harmonie. Ah oui, Il n'y effectivement. a pas de hasard. Ah Et oui. c'est dans cette harmonie que peuvent se faire toutes les dissonances. Et ce sont les dissonances qui mettent en mouvement l'harmonie. Ah ouais, C'est donc très beau. c'est beau, ouais, c'est en fait c'est un aller-retour et l'une n'existe pas sans l'autre en fait, hein. C'est ce que tu essayes de nous dire. Et dans nos vies, quand il y a des fausses notes, c'est ça qui nous met en mouvement. Les fausses notes nous font réfléchir, on se pose des Oui, questions. oui. Les traumas sont... Pour retrouver cette quinte intérieure. Mhm. Voilà. Exactement, exactement. Eh bien. Alors, ces découvertes passionnantes que tu as faites, tu les as trouvées tout seul ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rapproché d'un maître ou de plusieurs maîtres pour grandir aussi? Bah, le premier des maîtres, c'est la vie, hein. Donc la vie m'a enseigné tout cela. Mais pas que. J'ai évoqué mon enfance tout à l'heure. Donc Oui. c'est sûr que quand il y a beaucoup de dissonance, on se pose des questions, comme on cherche l'harmonie. Et puis, bah, ça a été des lectures, des rencontres, qui fait que petit à petit, tout cela s'additionnant, tout ce que je viens de dire est le fruit de tout ça, bien sûr. Bien sûr, j'ai aussi travaillé avec un très grand maître comme Miloš Magin, comme Jacques Casteret, comme Yoshi Zataira en musique. Et puis j'ai rencontré des maîtres dans mes voyages, un petit berger marocain dans le désert, un peul en Afrique, voilà. J'ai rencontré des maîtres un imam dans le Sahara en Mauritanie, etc., etc. Oui. Un très grand musicien, Eh oui, c'est je ça. pense à Salamat Hussein ou à Saad Kezilbash. Tous ces êtres ont été des maîtres, mais c'est aussi les gens de la rue, les gens, voilà, les êtres que je croise, toi, Myriam, on apprend de chacun et de chacune. Oui. Mais en fait, ce que j'entends dans ton parcours, hein, ta particularité vraiment dans la spiritualité, c'est que la musique, c'est pour toi c'est une voie spirituelle, quoi. C'est comme ça que tu nous le présentes, en tout cas. Bah, la musique, c'est pas parce que c'est mon métier, mais tout est vibration. Donc la vie, c'est de la vibration. Le cosmos, ce n'est que de la vibration. Tout n'est que fréquence, vibration et énergie, nous disait Nikola Tesla. Comprenez l'univers en ces termes, et vous comprendrez l'univers. Donc, et vous connaîtrez l'univers. Voilà, la musique, effectivement, est initiatique. C'est une médecine. Je ne devrais pas le dire normalement parce que on dirait que je fais de la pratique illégale de la médecine. L'ordre des médecins aujourd'hui est devenu complètement fou et malade. Tu te rends compte que du temps de l'Antiquité, à Alexandrie, les thérapeutes et les médecins travaillaient ensemble. Les thérapeutes, c'était les médecins de l'âme et les médecins, c'était les médecins du corps. Et ils œuvraient ensemble. Aujourd'hui, on les sépare. C'est d'une grande bêtise. Et non seulement on les sépare, mais en plus on les condamne. Donc c'est d'une stupidité. Voilà, tout ça pour servir, on le sait très bien, des lobbies industriels, pharmaceutiques. C'est juste triste, quoi. Là, l'argent est devenu tout puissant, tout puissant. Mais comme le dit le proverbe, ils ne l'emporteront pas au paradis. Ça, c'est Eh clair. oui. Eh bien, je vais te proposer, Marc, une dernière pause musicale, hein. Il me semble que c'est la troisième. Je suis C'est ça, perdue. c'est Ah oui, ça. la troisième. Et on se retrouve tout de suite après pour conclure cette émission avec toi. À tout de suite.
Myriam, avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Vella. Marc, le pianiste nomade, célèbre pianiste nomade, auteur de la Caravane amoureuse, c'est-à-dire ses voyages avec son piano à travers le monde, et puis également fondateur de l'école de la fausse note, où finalement Marc fait l'éloge de toutes les fausses notes, puisqu'elles nous permettent de nous finalement de nous mettre en route pour retrouver, comme il nous l'expliquait avant la pause, hein, notre harmonie intérieure. On va le dire comme ça pour que ce soit entendable pour tous. Et puis, bon, Marc est aussi bien sûr écrivain, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, hein. Il a écrit une dizaine de livres, conférencier, que sais-je, voilà, plein de casquettes à son arc. Alors, dans tout ça... Plein de cordes à son arc. Ah oui, plein de cordes. Alors là, c'était une sacrée fausse note. Plein de cordes à son arc. Parce que des casquettes à son arc, ça marche pas. Oui, effectivement. Et en plus, les cordes pour un pianiste, c'est très important, n'est-ce pas? Pour un N'est-ce pas? musicien. Bien sûr. Alors Marc, dans cette dernière partie, ben voilà, on va peut-être, tu vas nous partager ce qui te tient à cœur, tes nouveaux projets, voilà, ce qui te met en mouvement en ce moment. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je suis en train de créer un fonds de dotation, ce qu'on appelle aussi une fondation pour la caravane amoureuse. Alors, qu'est-ce que la caravane amoureuse? Ce sont des invasions amoureuses des autres pays en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous. Ah oui, ah oui, effectivement. Et écoute, l'humanité n'a pas jamais pu s'empêcher de s'envahir. Depuis la nuit des temps, nous nous envahissons, Alors avant, on se massacrait, on se dévorait, on se cannibalisait, c'était juste effroyable. Et puis petit à petit, on s'est juste massacré, voilà. Et aujourd'hui, ça continue, voilà. Et puis à l'époque, on ne le savait pas, on n'était pas au courant. Quand il y a eu la guerre de 40, on ne savait pas qu'il y avait tous ces camps de concentration, ces chambres à gaz, enfin, etc. Mais aujourd'hui, on sait, il y a la guerre, on nous montre les images en 4K, en haute définition à la télévision, on sait, on nous montre les horreurs, et ça continue. Voilà, c'est donc juste insupportable. Alors je me suis dit, c'est peut-être totalement bisounours et naïf. Eh bien, absolument, c'est bisounours et naïf, et je préfère. Je l'assume. Alors, je décide, voilà, que l'on envahisse le monde amoureusement. Voilà, on y va avec un piano et on se fait des bisous. On a conquis en 20 ans 29 pays amoureusement. Ah oui, On a conquis amoureusement 29 ah oui, pays ah oui. avec les caravaniers. La caravane amoureuse a drainé plus d'un demi-millier de caravaniers. C'est un projet qui a été porté par l'UNESCO, qui est rentré dans le cadre de la décennie mondiale pour la lutte contre la violence pour les enfants, voilà, pour les enfants du monde, pour une culture de la non-violence. Voilà, c'est ça. Et voilà, et puis la prochaine caravane amoureuse va se faire en Polynésie,
là en septembre 2026. Il reste encore un peu de place d'ailleurs. Et puis après, la prochaine se fera. Ah, quand tu dis il reste un peu de place, ça veut dire que les auditeurs, là, par exemple, ils ont envie de venir, ils te rapprochent de toi, ils s'inscrivent, Bah, ils vont sur le site, ils vont regarder, oui, ils ils peuvent peuvent s'inscrire. t'accompagner. Oui, Ok. oui, c'est le 20 septembre. Alors, la Polynésie, c'est très cher, c'est la caravane amoureuse la plus chère. Mais après, il y en a une en 2028, ce qui se fera au Pérou-Brésil. Voilà, là qui est 2 fois moins cher, et là, ça va être aussi une sacrée expérience Ah ouais, ouais. avec les peuples, voilà, Ouais. d'Amazonie. Oui, les peuples racines, comme dirait notre Voilà, ami Jean-Pierre Chevreau. exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, ça, ce sont les projets qui me tiennent à cœur. Évidemment, j'aimerais aller envahir amoureusement Israël, Gaza, l'Iran, voilà, la France aussi. Il faut envahir amoureusement notre pays. Oui, tout Alors à sur fait. Internet, il y a d'ailleurs une caravane amoureuse qui s'est faite en 2008 en France. Vous pouvez voir le film, les chers auditeurs, vous allez sur YouTube, vous tapez Marc Vella, la caravane amoureuse en France. Alors, mettez bien Marc Vella d'abord et pas la caravane amoureuse, parce que si vous mettez la caravane amoureuse tout seul, vous allez tomber sur des vidéos bizarres. Mais alors voilà, moi je vous invite à mettre Marc Vella d'abord. Oui. Voilà. Et Ouais. puis, donc, mon projet aujourd'hui, c'est de créer un fonds de dotation pour avoir des aides, des soutiens financiers, des dons, parce que j'ai envie de réaliser, je réalise des films déjà en ce moment, mais d'avoir une équipe autour de moi, autour de cinéma, plus, je dirais, qui m'évite de tout faire tout seul. Voilà, parce que moi, je porte ça, j'ai mon caméraman Hubert, on est tous les deux. Après, je réalise les films, mais je suis pas un monteur professionnel. Je monte bien, mais voilà, j'ai besoin d'être soulagé. Et puis, j'ai envie de faire plus de caravanes encore. Et puis aussi, j'ai envie d'imaginer une émission de télévision. À l'époque, Cousteau partait pour nous montrer les fonds marins dans l'émission Le Monde du Silence. Moi, j'aimerais montrer la profondeur humaine. Ah, ça J'ai serait envie magnifique. j'ai envie de dire que l'être humain est beau. Et je reste convaincu, peut-être que c'est là aussi bisounours, c'est naïf, mais voilà, c'est ma croyance, que la seule façon de faire grandir l'humanité, c'est de montrer sa beauté et de la rendre amoureuse d'elle-même. Il faut rendre les êtres humains amoureux des êtres humains. Aujourd'hui, tout est fait pour que nous nous détestions les uns les autres, pour que nous ayons peur les uns des autres. Voilà, on a peur. Ce qui fait que ça fait une montée du racisme, une montée de l'antisémitisme, une montée de la bêtise, tout simplement. Oui. Donc, il faut réinitialiser l'amour, en fait, réinitier l'amour dans ce monde et l'émerveillement. Il n'y a rien de coupable à s'émerveiller de ce que nous sommes, les uns les autres. Tu as dit, effectivement, c'est beau parce que tu as dit réinitier, mais avant, tu as dit réinitialiser, comme si on avait des programmes informatiques qui nous conditionnaient. Et c'est une belle image, hein, réinitialiser en mode amour. C'est exactement Ouais, ça. ouais. C'est exactement ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas, parce qu'on a bien compris que la peur, c'est diviser, et diviser, ça permet de régner. Et c'est ça, diviser pour mieux régner, tout à fait. Donc voilà, donc c'est de revenir dans cette souveraineté intérieure, je parlais tout à l'heure de cette jouissance, cet l'état de ta conscience qui mène à la gratitude. La clé de cette souveraineté, c'est la jouissance. Et je précise que cette jouissance, qui est légitime à vivre, il n'y a pas besoin de payer pour la vivre. Voilà, c'est ça, c'est lié Oui, aussi au syndrome d'Icare. Icare s'est envoyé en l'air, voilà, c'est s'envoyer en l'air, c'est la jouissance, mais il est tombé. Et c'est une histoire qu'on a répétée pendant des siècles. Ne vole pas, tu vas te casser la gueule. Ne jouis pas, tu vas le payer. C'est la faute, c'est la honte. Tu vas être puni. Et ça, c'est une histoire qui est tellement engrammée qu'on l'a répétée de génération en génération que nous en avons créé une croyance qui détermine nos comportements. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher, quelque part, de se punir quand on vit. C'est pour ça que oui. quand on fait des fêtes, on picole, on fume, on se drogue, voilà, ou alors on fait n'importe quoi avec sa voiture quand on a fait la fête, ou voilà, et ça finit toujours dramatiquement, tragiquement, par voilà, ou tout simplement des gens qui ont pris l'habitude de fumer, de boire. Ce sont des punitions inconscientes de vivre. Ah ouais. Eh ben, il y aurait encore à dire plein de choses hein, avec cet angle de vue-là. Effectivement, je l'avais pas vu comme ça. Donc on peut jouir de la vie sans payer, sans se punir. T'as Oui. pas besoin. Eh bien, en tout cas, merci Marc. Je vais quand même te laisser à de nouveau la parole pour nous partager ton mot de la fin. Le fameux petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais?
Eh bien, il est là, je viens de le dire, je pense, je dirais à nos auditeurs, voilà, la vie, elle est pour toi. La vie, c'est très court, voilà, voilà, je vais pas plomber l'interview, mais on est déjà morts tous et la vie passe vite, alors profite, profite, mais profite avec élégance, voilà. Profite en délicatesse, émerveille-toi de ce que nous sommes. Commence déjà à t'émerveiller de toi-même, émerveille-toi des autres, et puis dis-leur parce que ça fait du bien. Et puis voilà, il traverse la vie en invitant les autres à être. Je crois que le plus bel acte d'amour que l'on puisse offrir à l'être aux autres, c'est de leur laisser la place. Voilà, pour qu'ils puissent se déployer, s'épanouir. Et là, tu t'assois et tu regardes. Tu regardes comme les autres sont beaux. Tu vois, vivre, c'est pas prendre le pouvoir, leur montrer que tu es plus fort, le meilleur et que les autres sont des cons. Non, ça, c'est pas. Non, fais l'inverse. C'est-à-dire vraiment, tu invites les autres à ce qu'ils contactent leur magnificence, tu les aides, tu t'emploies à cela, et tu t'assois et tu contemples ces belles fleurs humaines qui s'ouvrent devant toi. Voilà, et tu t'émerveilles. Voilà. Merci pour ce beau message. Eh bien, notre émission se termine. C'était Bulle de sagesse avec Marc Vella, notre pianiste nomade, émerveillé, puisque tu nous viens de nous partager tout ton émerveillement et c'est contagieux. Au revoir, Marc. Au revoir, Myriam. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.